RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal, 12h également en temps universel. À la une de l'actualité, les assises de la justice qui se poursuivent à Diamniadio. Le rapport des concertations sera remis au président de la République le 17 juin prochain. Vous entendrez le professeur Babacar Gueye, le facilitateur des assises, dans un instant. Installation de l'hivernage dans le sud et le sud-est du Sénégal jusqu'à 20 mm enregistrés dans la nuit du 27 au 28 mai, les explications de l'ANACIM à suivre. Également au sommaire, le passage à la vitesse supérieure du mouvement Dolel Transport, un sit-in vendredi pour dénoncer les applications et autres VTC. Et puis, gestion de l'eau en zone rurale, nouvelle contestation du fermier Aquatec dans son périmètre à Diourbel et à Thiès. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de l'évolution erratique des prix à la consommation sur fond de lutte contre la vie chère. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. D'abord, ces informations d'ordre judiciaire. L'homme d'affaires Doro Gueye a été déféré au parquet ce matin. Il est poursuivi pour escroquerie foncière. Son arrestation fait suite à une plainte de Zakilullah Hisso, directeur général de la société immobilière SCI Amana, agissant pour le compte d'investisseurs sénégalais et étrangers. Doro Gueye aurait vendu aux plaignants des baux sur le site de l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor. L'activiste Bah Diakhaté, pour sa part, a été déféré au parquet ce matin suite à une plainte de l'ancien coordonnateur du collectif And Sam Djikoyi, Ababakar Mboup. Il est poursuivi pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Bah Diakhaté a été extrait de sa cellule hier pour cette deuxième affaire. L'activiste proche de l'ancien régime est en prison depuis jeudi dernier pour offense contre une personnalité exerçant tout ou une partie des pouvoirs du président de la République et diffusion de fausses nouvelles. Le verdict de son procès sera rendu lundi prochain. Et puis, les travaux des assises de la justice se poursuivent aujourd'hui avec les différentes commissions mises en place. Le rapport général sera remis au président de la République le 17 juin prochain. Selon le facilitateur, le professeur Babacar Gueye, il est joint par El Hadj Ndioko Diène. Nous avons deux commissions qui travaillent, l'une sur la modernisation et l'autre sur les réformes, concernent les acquis et les améliorations possibles. Et la commission modernisation, elle, en revanche, travaille sur les innovations, sur les ruptures qu'on doit apporter. Alors, il y a à côté de ces deux commissions, chacune de ces deux commissions est divisée en deux sous-commissions. Il y a deux sous-commissions dans chacune de ces deux grandes commissions. Et à côté donc de ces deux grandes commissions, nous avons la commission scientifique qui fait le pont entre les différentes commissions qui est chargée de mettre en cohérence tout le travail qui va être fait. Et il y a un rapporteur général, lui, qui va rapporter sur l'ensemble des travaux, et la restitution des travaux est prévue pour le 4 juin et le 17 juin. Tout le travail définitivement ficelé sera remis au président de la République. Nous nous sommes engagés dans ces assises-là parce que nous avons conscience que, en tout cas cette fois-ci, les résultats qui sortiront de ces assises seront appliqués par les commanditaires. 12h04. Autre aspect de l'actualité, le mouvement Dolel Transport continue de s'insurger contre la présence des moyens de transport comme Yango, Yassir, Hitch ou Kainudem, entre autres. Il interpelle l'État du Sénégal et l'invite à prendre des dispositions pour réguler le secteur. Autre revendication de ces transporteurs, l'abrogation du décret 847 et le renouvellement du parc automobile. D'ailleurs, le mouvement compte tenir un sit-in le vendredi à la place de la Nation. Écoutons Malik Diop, secrétaire national chargé de la communication du mouvement Dolel Transport. Il est joint par Oumou Kalsoumli. Le mouvement Dolel Transport a déposé une déclaration de sit-in pour le vendredi 31 mai 2024 à partir de 15h jusqu'à 17h
à la place de la nation ex-Obélix. Toujours pour continuer notre plan de lutte. Et cette fois-ci, pensons que le préfet de Dakar va nous autoriser cette manifestation parce que nous avons d'abord la manifestation, c'est un droit constitutionnel et nous avons respecté les délais de déclaration. Donc j'espère bien qu'il va prendre les mesures idoines pour qu'on puisse faire notre manifestation dans les règles de l'art. Toujours pour ces manifestations, les causes sont les clandos en ligne, le transport déloyal et le transport irrégulier, qui est favorisé par ces plateformes qui sont Yango, Yassir, IS, entre autres. Il y a aussi le décret qui a été signé par le président sortant Macky Sall, le décret 847 qui légalise le système de VTC au Sénégal. Et ce décret, on ne peut pas l'accepter parce que c'est un décret qui va créer des problèmes considérables dans le système de transport classique qui était ici. Nous voulons aussi que le nouveau gouvernement puisse redoubler d'efforts pour qu'on puisse aller dans le programme de renouvellement du parc, du côté de l'urbain et interurbain. Ce sont ces 3 points qui nous ont poussés à faire cette déclaration pour continuer nos plans d'action, pour alerter aussi l'opinion nationale et le nouveau gouvernement, qui est le président de la République, son chef de gouvernement, le Premier ministre, et notre ministre du tutelle, El Malick Ndiaye. Parce que nous avons constaté que depuis fort longtemps, on est en train d'alerter, mais l'État font une sourde oreille. Et c'est pas bon pour les acteurs de développement. Évoquons maintenant la colère à Saint-Louis des travailleurs du FERA, le fonds d'entretien routier autonome. Certains sont restés 4 mois sans salaire, pour d'autres c'est 6 mois d'arriérés de salaire. Ils ont organisé une marche et ils demandent aux autorités de leur payer leur dû avant la Tabaski. Ousseynou Diop. C'est un véritable cri de cœur qui a été lancé par les travailleurs du nettoiement de Saint-Louis. Ces pères et mères de famille pointent du doigt le fonds d'entretien routier autonome FERA d'être responsable de leur situation à quelques jours de la célébration de la fête de la Tabaski. Ils réclament et exigent le paiement de 4 mois d'arriérés de salaire pour certains et 6 mois pour d'autres. Nogay Diouk a parlé au nom des femmes. Nous ne pouvons plus vivre. On a tout fait pour recevoir nos 4 et 6 mois d'arriérés de salaire. Mais personne n'a réagi. Ces pères et mères de famille ne peuvent plus attendre un jour de plus. Nous voulons que nos autorités nous payent notre argent. Ces travailleurs du fonds d'entretien routier autonome ont battu le macadam aujourd'hui pour demander aux nouvelles autorités de procéder au paiement de leur salaire avant la fête de la Tabaski. Selon Ibrahim Mbodj, les travailleurs du FERA basés à Saint-Louis ne peuvent plus attendre. Le président parle de Djoub et de Djoubel. Nous l'attendons. Nous sommes à quelques jours de la Tabaski, mais nous n'avons reçu aucun salaire. Nous sommes plus de 700 personnes. Nous voulons que les autorités nous payent notre argent. Ces techniciens de surface interpellent directement le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et dénonce le mutisme des autorités compétentes. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. Venons-en maintenant à la gestion des forages ruraux. Le fermier Aquatec indésirable à Kewer, Tambédou village, situé dans la commune de Babagarage, département de Bambey. Les habitants de la localité, lors d'une assemblée générale, ont fustigé les agissements du fermier qui ne cesse de leur envoyer des convocations à la gendarmerie pour refus de paiement des factures. Modou Diouf, le porte-parole, interrogé par Babacar Diouf. Vraiment, ce champ, ce périmètre maraîcher qui véritablement génère beaucoup de revenus. C'est à cause d'une très bonne gestion locale, d'une gestion des populations elles-mêmes, d'une gestion qui même dépasse l'entretien, le dépannage, l'adduction, mais également les branchements sociaux, mais qui entrent dans le cadre véritablement de mener des activités génératrices de revenus. Cette gestion n'est pas pareille à une gestion privée qui n'est incarnée que par des capitalistes. Le monde rural ne peut pas entretenir des capitalistes, encore une fois. Et nous jugeons croire, et nous avons plein espoir par rapport au régime nouvellement installé, parce que là, c'est également un combat des tenants actuels du pouvoir. Ça, il faut le rappeler. Cette lutte contre la privatisation de nos ressources est un combat des tenants du pouvoir nouvellement installé. C'est la raison pour laquelle nous espérons et nous avons l'intime conviction que le gouvernement va d'un moment à l'autre revenir sur cette réforme macabre. Aquatec également controversé à Taïbandiaï dans le département de Tiwawan. Les populations ne veulent pas que la gestion du forage de Minam Kermalé soit confiée aux fermiers pour plusieurs raisons. Une sortie qui a fait réagir le directeur d'Aquatec, Ansou Niabali.
Cheikh Anta Diop. Les 8 villages de la commune de Taïba Ndiaye disent non à Aquatech, selon ces chefs de village et notables réunis à Taïba Ndiaye. Cette société ne peut plus gérer le forage. Amdi Wade, leur porte-parole. C'est une rencontre de prise de conscience, de mobilisation pour dire non à la société Aquatech qui fait beaucoup de démarches pour venir récupérer notre forage en vue de le gérer. Alors que ce forage-là est géré depuis son implantation ici, dans la localité des 8 villages, par les jeunes dynamiques qui sont intègres, qui gèrent très bien notre forage, qui ne nous surfacturent pas. Les 8 villages ici dans la commune de Taïba Ndiaye se mobilisent pour dire non à Aquatech, que Aquatech ne vienne pas prendre notre forage. Ça, nous ne l'accepterons pas. Elle avait tenté ça l'année dernière. Un appel est ainsi lancé à l'endroit des nouvelles autorités pour qu'elles prennent des mesures définitives afin de résoudre cette problématique. L'essentiel, c'est d'avertir les autorités, le sous-préfet, le maire Assane Ndiaye, qu'ils sachent que ce sont les populations qui l'ont mis à la tête de la commune. Donc, ils doivent venir se ranger derrière nous. Même s'il fait un excellent travail ici dans la commune, le forage restera aux mains des fils des 8 villages. Que ça soit clair. On ne laissera pas Aquatech prendre notre forage. Interpellé sur la question, Ansou Niabali, le directeur de Aquatech, estime qu'à ce jour, Aquatech n'intervient pas à Minam. C'est tout simplement un groupe de jeunes qui se lèvent pour un jeu de positionnement. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, la radio de toute l'actualité. Marché central de Kaolack, les commerçants sur le qui-vive à quelques 24 heures du début de l'opération de déguerpissement annoncée sur les lieux. Certains refusent toujours de partir sous prétexte que le site de recasement qui leur est proposé ne répond pas aux normes de sécurité. Ils demandent aux autorités de revoir leurs décisions, surtout à la veille de la Tabaski. Fatumbo. Ils ne dorment plus depuis l'annonce de leur déguerpissement dans ce lieu de commerce, dit commerçants dans le désarroi total. On est dans l'inquiétude totale depuis cette annonce. On y pense tout le temps. Et surtout en cette période de Tabaski. On est très inquiets, on n'arrive même plus à dormir. C'est une situation vraiment qui nous dépasse. Bawal et Saloum des tabliers ne sont pas du tout prêts à quitter ces lieux, déclare-t-il. C'est moi, Bawal, qui vous le dis. Nous ne quitterons pas ces lieux. Il faut qu'ils le sachent. Je ne quitterai pas ce marché pour aller je ne sais où. Moi, j'ai des clients ici et ce sont des habitués. Même si un site de recasement est proposé, ces derniers crachent dessus. Il estime que le site est invivable et ne répond pas aux normes sécuritaires et de salubrité. Ces vendeuses de poulets installées sur les allées appellent l'autorité administrative à reconsidérer cette décision à quelques jours de la Tabaski. Il n'y a pas d'organisation dans ce site de recasement ni de sécurité. Qu'allons-nous faire dans ce lieu? C'est un site délabré qui n'a ni toilette ni de place, encore moins d'éclairage. C'est vraiment préoccupant. Les autorités doivent nous laisser travailler ici afin de pouvoir bien préparer la Tabaski. Pas du même avis que les commerçants, le délégué du marché Souleymane Sankharé juge nécessaire cette opération et invite ces derniers au respect de la décision. Pour rappel, le préfet du département a informé dans un communiqué que les opérations de déguerpissement et de désencombrement seront menées aux alentours du marché central ce jeudi 30 mai, une décision qui inquiète plus d'un. Fatumbo Kaolack, Radio Futur Média. À Potou, dans les Niayes, dans la région de Louga, les producteurs agricoles haussent le ton et dénoncent ce qu'ils appellent une concurrence déloyale des grands producteurs. Ils s'offusquent également contre les effets sur l'environnement de l'exploitation du zircon. L'autre problème a trait à l'absence de concertation entre les producteurs des différentes zones agricoles du pays pour une meilleure harmonisation des positions dans le dessein de mieux mener la lutte. Khadim Diop, membre de la plateforme des producteurs de Potou, au micro de Nafissatou Ndiaye, interpelle les autorités. L'État du Sénégal doit nous aider à mettre en place des organisations qui vont être des intermédiaires entre les commerçants et les producteurs agricoles. Parmi nos difficultés figure
l'absence de concertation dans le marché. Et c'est ce qui différencie les prix selon les zones, ce qui n'arrange pas les producteurs. Et ce n'est pas du tout normal. Autre doléance, la digitalisation du secteur agricole. Nous en avons vraiment besoin. Nous voulons aussi que l'État nous aide à exporter nos produits dans la sous-région, car presque tous les camions qui recherchent de la marchandise à partir du centre de regroupage des produits agroalimentaires de Potou vont à Diaobé. Le plus grand problème des agriculteurs, c'est la concurrence déloyale causée par les grands producteurs qui s'activent dans l'agrobusiness. C'est-à-dire, ils sortent leurs produits et vont directement dans les marchés, alors que nous, les petits producteurs, nous n'avons pas ces compétences. Donc l'État du Sénégal doit vraiment veiller à cela et sur les conséquences de l'exploitation du zircon. À cela s'ajoute la perte de nos terres situées sur le littoral. Ce qui nous amène à parler de l'installation des premières pluies au Sénégal avec une situation pluviométrique satisfaisante. La zone sud bien arrosée sur la période du 27 au 28 mai. De nombreuses localités ont reçu jusqu'à plus de 20 mm d'eau selon la NACIM. Pour les parties nord et centre du pays, les prévisions de la NACIM donnent fin juin pour le début de l'hivernage. Nafissatou Silla. Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor qui reçoivent les premières pluies. Le pluviomètre a affiché jusqu'à plus de 30 mm le début de l'hivernage pour cette partie du pays, selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Diabel Ndiaye, chef de service climatologie et service climatique. De bonnes pluies qui ont été enregistrées dans la région de Kolda, la quasi-totalité des postes ont reçu des pluies utiles, c'est-à-dire supérieures à 20 mm. À Medina Yoro Foulah, entre le 27 et le 28, ils ont reçu un cumul de 37 mm. Mais dans la région de Sédhiou, les pluies ont été plus importantes pour les 2 jours, surtout dans la deuxième journée du 28. Dans les localités comme Karantaba, on a reçu 78 mm pendant la journée du 28 mai. Sédhiou a cumulé 40 mm en ces 2 jours. Tiatakunda, 42 mm. À Dianamaredi, on a reçu un cumul de 72 mm entre le 27 et le 28 mai. À Bambali, on a reçu un cumul de 42,5 mm. Dans la région de Ziguinchor, à Tendouk, dans la journée du 28, on a reçu 95,1 mm. Une bonne pluie. À Tengori et Enampor aussi, les quantités ont dépassé 20 mm. Pour la façade de sud-est, on note une timide installation des pluies. Pour les zones centre et nord, il faudra prendre son mal en patience. Les premières pluies tomberont en fin juin. Les régions centre, on s'attend à une installation de l'hivernage dans la fourchette de mi-juin, en milieu du mois de juin. Maintenant, dans la partie nord, c'est toujours climatologiquement des installations qui pourraient intervenir dans la fin juin, début juillet. Mais toujours en est-il qu'on est en train de faire des mises à jour, de suivre l'évolution du temps pour pouvoir alerter à temps sur la progression de l'installation de cet hivernage sur le reste du pays. Une légère pause pluviométrique est cependant prévue, mais la NACIM rassure qu'il n'y aura certainement pas un impact. 12h17. Après plusieurs semaines de négociations, le Sénégal acquiert la bibliothèque parisienne de Léopold Sédar Senghor. Un accord financier a été trouvé entre l'État du Sénégal et l'héritière d'une partie des biens du couple Senghor. Mais pour le moment, le montant de la transaction reste confidentiel. Une délégation officielle sénégalaise était à Caen, en France, pour finaliser la transaction. Anna Rocha. C'est hier mardi que la délégation dirigée par le secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique est rentrée de sa mission de Caen en France. Selon le quotidien national Le Soleil, le professeur Bakary Sarr, le directeur du livre Ibrahim Lo et l'ambassadeur du Sénégal en France, Maguette Sey, ont fait le déplacement dans les locaux du commissaire-priseur chargé de la vente pour, je cite, s'assurer de visu de l'authenticité du patrimoine littéraire et de la richesse scientifique et pédagogique de cette bibliothèque du premier président de la République du Sénégal. Cette nouvelle acquisition de l'État du Sénégal est composée de 800 œuvres, dont 343 livres dédicacés. Dans ce lot de dédicaces, celle de l'ancien président de la République Abdoulaye Wade, dont son livre d'enquête et d'études sur économie de l'Ouest africain, publié aux éditions Présence africaine. À Léopold Sédar Senghor, doublement présent dans ces pages, d'abord par les encouragements d'une puissante amitié au moment où se dessinaient les contours de cet ouvrage. Ensuite, parce qu'il incarne une Afrique qui a su par le cœur et l'esprit pénétrer les ultimes méandres de sa beauté et de sa puissance tout en demeurant ouvert sur l'universel. Paris, 16 novembre 1964.
Et l'auteur? C'est Abdoulaye Wade. L'accord aurait été trouvé depuis le 29 avril selon l'hebdomadaire Jeune Afrique. Mais aucune des deux parties n'a voulu pour le moment communiquer sur le montant exact de cet accord financier. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. L'état de la peine de mort dans le monde, en Afrique, les exécutions ont triplé en 2023. Oui, par rapport à 2022 en Afrique subsaharienne et au Maroc, et toutes ont été pratiquées dans un seul pays, la Somalie, selon Amnesty International qui a publié son rapport annuel ce mercredi. 1153 exécutions ont été recensées en 2023 sur le plan international. La Somalie a exécuté 38 personnes en 2023, mais il est donc le seul du continent à avoir appliqué la peine capitale. Un an plus tôt, ils étaient 2 à y avoir eu recours, déjà la Somalie et le Soudan du Sud. Si aucun pays d'Afrique n'a aboli la peine de mort l'an dernier, les parlements du Ghana, du Kenya, du Libéria et du Zimbabwe ont adopté des textes allant dans le sens de l'abolition. Des condamnations à mort ont été prononcées dans 14 pays, soit 2 de moins qu'en 2022, mais leur nombre est en augmentation de 66% pour atteindre 494. Ces chiffres sont à prendre toutefois avec précaution, estime-t-on chez Amnesty International. L'augmentation des condamnations à mort est également remarquée en Somalie et au Kenya. On notera toutefois que les autorités kenyanes ont en parallèle accordé l'an passé plus de 600 commutations de peine. La pratique semble se développer. La Zambie en a également accordé près de 400. À l'échelle mondiale, le nombre d'exécutions a atteint son plus haut niveau dans le monde depuis 2015, sous l'effet d'une forte augmentation en Iran. L'Organisation de défense des droits humains, basée à Londres, a dénombré 1153 exécutions en 2023, sans inclure la Chine, qui ne donne pas ces chiffres, soit une hausse de plus de 30% par rapport à 2022. À lui seul, l'Iran a exécuté 853 personnes, soit près de 50% de plus qu'en 2022. En République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement enfin dévoilé. La nouvelle équipe de l'exécutif comprend 53 membres contre 57 dans le précédent. La composition du nouveau gouvernement a été dévoilée vers 2 heures du matin, plus de 5 mois après la réélection du président Félix Tshisekedi et près de 2 mois après la nomination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Parmi les 53 membres de l'équipe Suminwa, 30 sont de nouveaux ministres. 15 anciens ministres sont reconduits à leur poste et 9 sont réaffectés à d'autres ministères. La composition du nouveau gouvernement inclut 6 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. Ce changement est intervenu après une série de consultations effectuées par le Premier ministre Judith Suminwa auprès de différentes forces politiques constituant la coalition majoritaire à la Chambre basse du Parlement, conformément à la constitution du pays. Et ces consultations donc étaient précédées par celles de l'informateur désigné Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. La mise en place du gouvernement Suminwa est arrivée 4 jours après l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui doit procéder à l'investiture de l'exécutif national. Ce mercredi, jour d'élection en Afrique du Sud et à Madagascar. Élections législatives en Afrique du Sud, les élections les plus disputées depuis la fin de l'apartheid, lors desquelles l'ANC au pouvoir depuis 30 ans risque de perdre pour la première fois sa majorité absolue au Parlement. Les résultats définitifs ne sont pas attendus avant le week-end. C'est le Parlement qui va élire ensuite le prochain président courant juin. Lundi et mardi déjà, plus de 1,6 million d'électeurs ne pouvant se présenter le jour J ont pu voter de manière anticipée. Quelques 27,6 millions d'inscrits votent pour des élections à la proportionnelle. À Madagascar aussi, l'on vote pour renouveler l'Assemblée nationale. Le président Andy Rajoel, réélu en novembre dernier, vise une Assemblée nationale acquise à sa cause, comme l'est déjà le Sénat. L'opposition, bien que désunie, espère un changement significatif. Le Gabon, le président de transition à Paris depuis hier, une visite de travail de 5 jours qui vise à rassurer et relancer
relancer le partenariat bilatéral entre la France et le Gabon. Ce mercredi, Brice Clotaire Oligui Nguema va prononcer le discours de clôture du Forum économique France-Gabon vendredi. Une rencontre avec Emmanuel Macron est prévue à l'Élysée. Perquisition en cours au bureau du Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg ainsi qu'au domicile d'un collaborateur parlementaire. Ces procédures s'inscrivent dans le cadre d'une enquête sur des soupçons d'ingérence russe et de corruption au sein de l'institution européenne. La personne visée, Guillaume Pradoura, ancien assistant parlementaire de l'eurodéputé allemand Maximilian Krah du parti d'extrême droite alternative pour l'Allemagne. Ces perquisitions, Souleymane, interviennent à 11 jours des élections européennes. Merci Georges Détier Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, dans une dizaine de minutes, nous débattrons de l'augmentation du prix de certaines denrées. Exemple, le riz brisé non parfumé. Alors que les nouvelles autorités du pays ont lancé la lutte contre la vie chère, une évolution erratique des prix à la consommation dont nous discuterons avec M. Amadou Toubanian, commissaire aux enquêtes économiques et chef du service régional du commerce de Dakar, et M. Ousmane Sindiaï, directeur exécutif de l'UNACOA Diapo. RFM Sport. Avant cela, l'actualité des sports avec vous, Sodetiam, bonjour. Bonjour, Souleymane. On démarre avec le football, tournoi UFOA A. Le Sénégal face à la Guinée-Bissau pour la finale. Une rencontre prévue à 19h au stade Lat Dior de Thiès. Les deux protagonistes s'étaient déjà frottés lors de la deuxième journée des phases de poule, soldée par une victoire des Lioncels. Alors, revanche ou confirmation, Youssouf Bodjan nous en dit un peu plus. Les Lioncels ont eu 24 heures pour préparer cette finale, mais elles ont pu bénéficier de l'assistance de médecins pour bien récupérer, selon la sélectionneuse Mbayang Cham. Nos médicaux se sont donnés vraiment, se sont investis pour bien faire le job. Les filles, d'ailleurs depuis le début du tournoi, parce qu'on jouait à un jour d'intervalle à chaque fois, on avait besoin de ça, de récupérer vite et de se remettre pour les autres matchs. Une finale, c'est une fête, comme on dit. Maintenant, les filles sont motivées. On a su corriger beaucoup de choses sur le plan technique, tactique et physique aussi. Les filles sont déterminées pour bien aborder les finales. Les juniors du Sénégal vont affronter une équipe de la Guinée-Bissau qu'elles avaient battue 1-0 lors des phases de groupe. Match difficile en perspective, mais le Sénégal a les moyens de les battre selon Mbayang Cham. C'est jamais facile parce que ce sera même peut-être un petit blessé, donc si elle revient, ça va pas être facile. Elle ne va pas accepter qu'on la batte deux fois facilement. Mais nous aussi, nous avons nos arguments et nous allons faire tout pour essayer de faire ça, pour gagner la finale. Les Lioncels qui auront besoin du soutien du public du stade Lat Dior de Thiès. Il avait déjà commencé, les supporters devenus nombreux. Maintenant, comme c'est une finale, c'est le dernier jour du tournoi. On les exhorte à venir beaucoup plus nombreux et participer à la fête et pousser les Lioncels jusqu'au bout. Le Sénégal, qui a marqué 11 buts sans en encaisser, va chercher cet après-midi un deuxième trophée d'affilée de l'UFOA U20. Ce sera face à une équipe bissau-guinéenne qui a sorti en demi-finale le Libéria, premier du groupe B et meilleure attaque du tournoi. Football toujours, Sodetiam, avec l'AS Bambey qui retrouve l'élite. Après avoir battu hier la Jeanne d'Arc de Dakar, 1-0, l'AS Bambey termine à la deuxième place de la poule B. Le club de Bambey a réalisé une belle performance cette saison avec 10 victoires, 9 matchs nuls et 3 défaites. Un travail de dur labeur, selon l'entraîneur, nous dit Babacar Diouf. Ils sont partis de loin pour arriver à ce résultat historique pour le département de Bambey. Abatalib Fall, coach de l'AS Bambey. Au départ, c'est vrai que c'était pas facile. D'autant plus qu'on était une équipe promue. On venait de la Nationale 2 pour la Nationale 1. Mais on a fait un bon recrutement avec une équipe jeune, très équilibrée, avec beaucoup de talent. À partir de là, on a surtout insisté sur le travail pour arriver à ce résultat. C'était une équipe renouvelée presque à 90% pour pouvoir arriver à avoir un équilibre dans l'équipe. Un travail sans relâche, une constance dans l'effort ont permis d'arriver à ce sacre.
C'était pas facile au début, mais au fur et à mesure, avec le travail et l'accompagnement, avec des infrastructures aussi de qualité, on a su travailler pour arriver à faire monter cette équipe en Ligue professionnelle. C'est une saison très prolifique, d'autant plus qu'on a terminé meilleure attaque avec 23 buts. Et deuxième meilleure défense aussi, avec 9 buts encaissés. Pour la saison prochaine, l'équipe va se renforcer et persévérer dans l'effort pour de meilleurs titres. Donc pour le futur, je pense que d'abord il faut remplir les cahiers de charges parce qu'on va en Ligue professionnelle et il va falloir aussi renforcer l'équipe dans tous les postes. Il faut le souligner, si cette équipe est arrivée à ce bon résultat, c'est parce que le président de l'AS Bombay, Abdoulaye Fall, n'a jamais lésiné sur les moyens. Le seul handicap pour le sport bambéois aujourd'hui est l'absence de structure sportive dans tout le département. Bombay, RFM Babacar Diouf. Beach soccer à présent, la Fédération sénégalaise de football et le technicien Omar Ngala Sylla ont trouvé un accord. Effectivement, le technicien joint au téléphone ce matin l'a confirmé. Son comeback sur le banc des Lions du football de sable devrait être officialisé dans les jours à venir. Omar Ngala Sylla, qui devait rallier l'Arabie Saoudite, n'a pas pu finaliser avec les Saoudiens. Le technicien a choisi le banc des Lions du Sénégal, avec qui il a remporté la CAN à 3 reprises. Lemon. Basketball Africa League, on joue les demi-finales cet après-midi. Rivers Hoopers face à Al Ahly de Benghazi, ce sera à 15h GMT. Petro Luanda Cape Town Tigers à 18h GMT. Des rencontres qui s'annoncent palpitantes selon notre confrère du quotidien sportif Record. Pape Mor Bassignan revient sur le parcours de ces équipes demi-finalistes. River Hoopers a été éliminé au premier tour en 2021. Cette année, l'équipe nigériane a fini première de la conférence Sahara. Elle a sorti en quart de finale l'AS Monastir, championne en 2022, avant de se hisser en demi-finale. Cette équipe est portée par 2 joueurs. William Perry, qui est le deuxième meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue avec Terrell Stroglin, sachant que le meilleur marqueur de cette Ligue sur un match est Luyal Akil de Al Ahly Libye. En face, l'équipe libyenne regorge de joueurs de talent comme Souleymane Diabaté de la Côte d'Ivoire, Robert Golden, un meneur américain, accompagné de Major Majak Dain et Luyal Akil. Ce quatuor-là porte depuis l'entame de la compétition cette équipe libyenne. L'autre demi-finale mettra aux prises Petro Luanda, 2e en 2021, 3e en 2022 et 4e en 2023. Les Angolais disputent leur 4e demi-finale en autant de participation. C'est une équipe expérimentée avec des joueurs de la classe de Carlos Moraes, Childe Dundao ou Yannick Morera qui ont étalé leur talent sur les différents parquets africains. Cape Town Tigers aussi a des arguments à faire valoir dans cette rencontre, sachant que l'équipe s'est bonifiée au fil des matchs, même si elle a été repêchée comme meilleure 3e de la conférence Kalahari. L'équipe peut s'appuyer sur des joueurs comme Sankelo Chele, qui était parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue la saison dernière, mais aussi avec un collectif qui a pris de l'élan depuis l'entame de ces Final 8. Pape Mor Bassignan Souleymane qui met en terme à cette page de sport. Merci Sodecham. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. La presse du jour lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, le lancement des assises sur la justice. La séance d'exorcisme a commencé hier sous l'égide du chef de l'État et d'emblée ce discours remarqué de Bassirou Diomaye Faye qui a appelé, vous le savez, je cite, à des échanges lucides, sereins, posés et apaisés pour une réforme pragmatique du système judiciaire. Maître Mot constate le soleil, éviter un procès en inquisition, ne pas bâtir surtout une république des juges. Mon confrère relève que les discussions au sein des différentes commissions se déroulent du 28 mai au 14 juin 2024. Pour Vox Populi, c'est là le début d'une lourde chirurgie esthétique pour Dame Justice. Le journal note que le président a enjambé la réforme de 2018 et pour cause, 6 ans après ces concertations et de violentes secousses, notre système judiciaire a besoin d'une profonde refondation. 3 commissions pour se pencher sur 9 principales thématiques, le tout autour du professeur Babacar Gueye qui joue le rôle de facilitateur. Pour Sud Quotidien, ce sont là
les assises de toutes les attentes. Dans Vox Populi, la voix d'Aminata Touré, pour elle, ce sont des assises historiques qui vont complètement réformer notre justice. Ça vient à son heure. On a failli arriver au divorce entre la justice et les citoyens, confie Amsatou Sow Sidibé, juriste de formation. Commentaire de Sucré et Salé. La justice serait-elle à ce point une dame aussi laide? En tout cas, il faut être malade pour que tout un pays décide de venir à votre chevet. En plus de l'éternel débat sur l'indépendance des juges, la présence du président de la République au sein du Conseil supérieur de la magistrature continue de passionner les réflexions. À l'image de l'appel à candidature pour les postes de direction, le changement de position sur cette question cruciale serait-il le reniement? Pour une question aussi cruciale, le maintien du chef de l'État peut être vu comme un équilibre de la balance de la justice. Ces débats, selon le journal, ne sera pas vidé par le procès en cours au CICAD. Exilé à l'ambassade du Sénégal en Inde, le général Kandé se rebelle. C'est parce qu'on le fait passer de chef d'état-major de l'armée de terre à attaché militaire en Inde. Mon confrère qui ne comprend pas cette affectation au relent de sanctions. Exiler une compétence de ce niveau à une ambassade de 3e niveau à New Delhi ne pourrait se justifier que si cela relevait d'une sanction, d'autant plus qu'ayant été élevé au rang de général d'armée depuis au moins 3 ans, il ne pourrait à la rigueur qu'occuper des fonctions d'ambassadeur si l'on tient tant que cela à le nommer à l'étranger. Dans ces conditions, son décret d'affectation devrait être jugé illégal et annulé. Ce sont parmi d'autres les arguments que va faire valoir le général Kandé auprès de la Cour suprême. L'affaire Badiakhaté, les derniers développements, l'activiste républicain jugé pour offense à une personne dépositaire de pouvoir du président de la République et diffusion de fausses nouvelles a été extrait de prison pour une nouvelle affaire. Une plainte de Ababakar Mboup de Ande Samoudji Koyi, le journal Besbi les jours note que Ba a été extrait donc de prison, interrogé par la DIC, mais il a refusé de coopérer. Pour lui, les faits pour lesquels il est à nouveau interrogé datent de 2022, emportés par conséquent par la loi d'amnistie. L'affaire présumée de corruption impliquant 2 éléments de la police et la fille de Mansour Faye, l'ancien ministre. La police s'est exprimée à travers un communiqué. Besbi les jours note que la police parle de 21 millions et non de 25 millions. Elle retient par ailleurs l'extorsion de fonds. Les 2 policiers ont reconnu avoir touché 300 000 francs CFA, mais de manière gracieuse, la direction générale de la police parle d'ajustement d'une extrême gravité et ils ont été suspendus. Les agents donc relevés. Une mosquée au palais de la République, Cheikh Oumar Diagne veut sa chapelle près de Diomaye, au cœur de la République. Les orthodoxes de la République sont mécontents. Ils ne comprennent pas. Le biédiste de Besbi les jours écrit ce qui suit. Il a osé demander la construction d'une mosquée à l'intérieur du palais. Cheikh Oumar Mi, il commence à être ivre de sa parcelle de pouvoir. Préparer aussi une église parce que Jean et Paul pourraient être élus aux prochaines élections présidentielles. Pourtant, même le père de la nation, Léopold Sédar Senghor, chrétien, n'a jamais songé à un lieu de culte à la présidence. C'est simplement inculte. Bonne lecture à tous. L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. 12h37 minutes. Bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons parler des prix à la consommation, des denrées de grande consommation et ou des denrées de première nécessité. Et pour ce faire, nous sommes en ligne et en direct avec M. Amadou Toubanian, commissaire aux enquêtes économiques et chef du service régional du commerce de Dakar. Nous serons également avec M. Ousmane Sy Ndiaye, directeur exécutif de l'UNACOIS Diapo, dans un court instant. Ousmane Sy Ndiaye est en ligne et en direct avec nous. M. Ndiaye, bonjour. Bonjour, M. Ngom. Alors, nous sommes également avec M. Amadou Toubanian, commissaire aux enquêtes économiques et chef du service régional du commerce de Dakar. M. Nian, bonjour. Alors, nous allons commencer avec vous, M. Nian, directeur du service régional du commerce de Dakar.
pour faire un peu l'état des lieux sur les prix à la consommation. Nous savons que des concertations sont en cours, initiées par les nouvelles autorités du pays, en vue de réduire le coût de la vie. Mais en attendant, on note une évolution un peu erratique des prix, notamment sur certaines denrées, sur certains produits. Le riz brisé non parfumé, dont on constate l'augmentation du prix à 500 francs sur le marché. Et sur l'oignon, le même produit, on note dans certaines zones une baisse et dans d'autres une hausse. Comment expliquer cette situation ? Alors, Amadou Toubanian, qu'on va trouver dans un instant. Nous sommes avec Ousmane Sindiaye, directeur exécutif de l'UNACOIS Diapo. Ousmane Sindiaye, quelles sont les informations qui vous remontent, vous, organisation professionnelle de commerçants, sur l'évolution des prix sur le marché? Et je voudrais m'arrêter avec vous sur le cas spécifique du riz parfumé, non parfumé, pardon, brisé non parfumé, dont on note l'augmentation du prix sur le marché. Alors, je vous remercie de votre question. Je crois avoir saisi l'essentiel, parce que le réseau n'est pas... Oui, la liaison n'est pas des meilleures. Voilà, n'est pas des meilleures. Mais alors, ce qu'il faut comprendre sur ce sujet-là, c'est que le riz dont il s'agit, qui est le riz brisé, 100% brisé, non parfumé, d'habitude, c'est l'origine indienne, c'est le riz venant de l'Inde qui alimentait le marché. Alors, c'est qu'il y a eu une restriction d'exportation de la part de l'Inde, que les quantités qui venaient d'habitude n'arrivent plus. Alors, il y a une autre origine qui vient dans le pays, et qui nous vient de la Thaïlande et d'autres pays. Naturellement, ce riz-là, qui arrive ici en alternative par rapport au riz indien, arrive à un prix justement un peu plus cher que le riz indien. Mais c'est une hausse passagère due simplement au Malheureusement, le réseau n'est pas au rendez-vous. Nous essaierons de retrouver Ousmane Sindiaye dans de meilleures conditions d'écoute dans un instant. En attendant, nous avons retrouvé Amadou Toubanian, commissaire aux enquêtes économiques et chef du service régional du commerce de Dakar. Monsieur Nian, bonjour. Bonjour. Alors, donc, j'essayais de savoir quel était l'état des lieux sur les prix à la consommation, en particulier sur ce produit stratégique qu'est le riz 100% brisé, non parfumé, dont le prix a augmenté sur le marché, sur l'ensemble du territoire. Nous avons entendu un début d'explication avec Ousmane Sindiaye. Qu'en est-il du côté du service régional du commerce ou du ministère du commerce en général? C'est une information surprenante, hein, à mon sens, puisque, en tout cas, c'est pas ce que j'ai sous mes yeux comme données. C'est pas aussi ce que j'ai recoupé comme données au niveau donc de certains importateurs. La liaison est mauvaise, hein. Nous, on vous entend très bien. Voilà. Donc, je pense que d'où vient cette information sur l'augmentation des prix qui est quand même en partie confirmée par Ousmane Sindiaye, qui parle donc des restrictions d'exportation du riz de l'Inde et qui parle d'augmentation passagère. J'en viens. Alors, vous savez que le marché international est un marché qui a un caractère aléatoire, puisque c'est un marché qui dépend de la production mondiale, un caractère résiduel, puisque ceux qui vendent consomment d'abord avant de vendre, et puis un caractère spéculatoire, puisque la combinaison de ces deux éléments-là, parfois, nous plonge dans cet univers. Mais malgré cela, moi, quand j'entends parler de hausse concernant le prix brisé ordinaire non parfumé, je mets mon veto parce que ce n'est pas le cas.
Et là, je veux être catégorique que ce n'est pas le cas. Déjà, il y a de cela un mois, le riz brisé ordinaire était à 385 000 francs la tonne. Aujourd'hui, nous avons noté une légère baisse sur la tonne qui est entre 360 000 francs et 370 000 francs maximum. Vous voulez dire à l'importation pour les importateurs. À l'importation. Donc, je dis, quand on quitte, il y a de cela un mois, 385 000 francs la tonne, pour arriver à entre 360 000 et 370 000 francs la tonne, je ne vois pas où se situe la hausse. Je ne vois pas où se situe la hausse. Alors, M. Niane, juste une clarification. S'il vous plaît. Laissez-moi poursuivre. Non, parce qu'il y a une confusion dès le départ. S'il vous plaît, il y a une confusion. Vous contestez la hausse à l'importation ou vous contestez la hausse du kilogramme au consommateur? Parce que cette clarification est importante avant que vous ne poursuiviez. Oui, moi je précise ce qu'il en est de la réglementation. Maintenant, j'en viendrai à la situation. D'accord. Pour ce qui est de la réglementation, je vous dis que voilà un peu la nature du marché international du riz. À l'importation, voilà combien ça coûte. Maintenant, ce que l'État a fait pour vous montrer que nous sommes sur la même pente depuis presque le mois de janvier, ce qui a motivé la prise d'un arrêté en date du 30 janvier 2024 pour fixer le plafonnement des marges commerciales, c'est que aujourd'hui, nous avons quitté un peu la fixation du prix du riz au détail pour encadrer les marges uniquement. On a dit que l'importateur sur la tonne, quel que soit le prix d'achat, doit avoir 2 000 francs, donc ne peut pas dépasser 2 000 francs. Le grossiste ne peut pas dépasser 4 000 francs, le demi-grossiste 6 000 francs et le détaillant 750 francs sur le sac, c'est-à-dire 15 francs le kilo. Cela reviendrait à dire que l'importateur aura 100 francs sur le sac, le grossiste 200 francs, le demi-grossiste 300 francs, l'importateur 15 francs. C'est ce que nous surveillons. Et puis, l'arrêté de préciser que pour chaque stade de commerce, par exemple à l'importation, l'importateur est tenu de répercuter sur la facture d'achat, la facture de vente, n'est-ce pas, le prix de vente auquel l'autre stade inférieur doit recourir pour vendre, plus la marge bénéficiaire. Donc, le grossiste se comporte de la sorte, le demi-grossiste. Voilà la situation du riz. Maintenant, s'il y a peut-être eu des velléités de tension qu'on pourrait évoquer, que peut-être qu'on a noté un peu sur le marché, ça concerne du riz parfumé. Ce riz dont je viens tout à l'heure de parler est consommé par 90% des Sénégalais. Ce riz-là ne connaît pas de hausse. L'autre riz connaît quelques tensions dues au fret, mais toujours est-il que les mentions, les marges sont encadrées. Et j'ai dit que les relevés de stock que nous avons, le mémo que nous avons, montre qu'au mois de janvier déjà, la tonne de riz était à 440 000 francs, 44 000 francs. Aujourd'hui, cette tonne de riz, je dis le riz parfumé, est autour de 455 000 francs. Donc, entre 444 000 francs au mois de janvier et 455 000 francs aujourd'hui, nous sommes presque sur la même pente. C'est pourquoi je rejoins quand même Diagne, que c'est passager, mais ça concerne le riz parfumé plus particulièrement et non ce qui est consommé par 90% des Sénégalais. Voilà. Très bien. Merci pour toutes ces clarifications. Malheureusement, tout à l'heure, Ousmane Sindiaye, notre liaison a été interrompue. Je vous laisse donc poursuivre à la lumière des éclairages qui ont été apportés par M. Amadou Touba Niane. La presse parle précisément de la hausse du prix du riz 100% brisé, non parfumé. Et là-dessus, vous avez entendu le démenti de Amadou Touba Niane, notamment sur les prix à l'importation qui auraient plutôt tendance à baisser. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous avez comme information du marché?
Alors, je confirme les déclarations de M. Nian. Il a parfaitement raison. Ce qu'il a rappelé comme disposition prise par le ministère du Commerce et mécanisme de surveillance du marché cadre parfaitement avec la réalité. Ça, je le confirme. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a beau mis en place un dispositif de surveillance, de réglementation du marché, mais il peut arriver qu'il y ait des actes isolés. Et je pense que c'est le cas. Vous savez, à chaque fois que la presse se saisit d'une question, elle s'enflamme. On a l'impression que bon, c'est à l'échelle du pays. Or, simplement, ça peut se circonscrire dans un espace donné, dans un département, dans une région. Mais pour rassurer les consommateurs et l'opinion, il n'y a pas de hausse généralisée de cette catégorie de riz. Et s'il arrive qu'il y ait des tensions sur cette variété ou sur d'autres variétés, c'est une tension qui est forcément passagère. Parce qu'au regard, justement, du niveau d'approvisionnement du marché et des encours d'importation que nous avons relevés, il n'y a aucune raison que le marché connaisse une hausse du prix du 100% plus élevé. Les consommateurs vous prendront au mot, donc il est clair que, quelle que soit la localité, les prix du riz 100% brisé, non parfumé, n'ont pas changé, en tout cas du point de vue des autorités du ministère. Et si on vous entend bien, même du point de vue des commerçants, s'il y a des hausses par-ci, par-là, ce sont des hausses de caractère spéculatoire, comme disait Amadou Toubanian. Et pour parler trivialement, c'est de la spéculation de certains commerçants. Donc, on vous prend au mot et on continuera à faire le travail de terrain pour dire si effectivement ce sont des actes isolés ou des réalités un peu plus massives du marché. En tout cas, merci à tous les deux. On vous retrouve pour le débat qui va se poursuivre en Wolof. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de voir d'autres denrées, mais le riz étant une denrée importante, consommé à plus de 80%, en tout cas en ce qui concerne le riz 100% brisé, non parfumé, il était important de s'arrêter là-dessus. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette édition à 12h51. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Et là, Julio Goudien à la rédaction en chef. Chef d'édition à Wambaye, assisté par Mamas Toukan, à la mise en onde d'Abdoulaye Diop, Maïsambaye au digital, Alioune Ba à la production. À 13h, le grand journal en Wolof.